Vous connaissez cette petite scène du quotidien, quand vous commencez à avoir faim, mais que rien ne vous inspire dans vos placards, pas plus que dans votre frigo. Depuis 2 ans, que vous viviez à Bordeaux, Marseille, Angers ou Paris, vous avez le choix entre les meilleures tables de votre quartier. En moins d'une demi-heure, vous pouvez commander ce que vous voulez en direct de votre restaurant préféré. Bonjour. Bonjour. Livraison. Merci. Même pas besoin d'avoir la pointe, vous avez déjà payé avec votre smartphone. Un Français sur 10 fait déjà appel à ces services et le marché est en pleine croissance. Derrière cette révolution, il y a Take It Easy. À l'origine, 4 petits malins dynamiques et débrouillards. Adrien Rouze, sa petite sœur Chloé et 2 copains, Karim Slaoui et Jean-Christophe Librecht. 4 amis d'enfance, moyenne d'âge 25 ans, ils sont les premiers à importer l'idée en France. Ils parviennent à livrer 1 million de repas à travers l'Europe, après avoir levé 17 millions d'euros et une armée de coursiers à vélo. Une boîte jeune, cool, une success story façon Silicon Valley, et 3 ans après, le crash. La belle histoire commence ici, à Bruxelles, en 2013. Dans cette petite rue, nous retrouvons 2 des 4 associés, Adrien et Karim. C'est ici qu'ils avaient installé leur empire, aujourd'hui repris par un de leurs concurrents. Vous avez le souvenir du jour où vous avez emménagé là? C'était un moment plutôt joyeux, j'imagine? Oui, tout à fait. Donc c'était quelques semaines après la première levée de fonds. Je me souviens, on était 3 dans cet énorme hangar. Parce qu'avant ça, on était dans l'appartement de mes grands-parents, en fait. Des locaux de 400 mètres carrés, dans lesquels ils installent leur QG et leurs nouveaux salariés. Leur rêve devient enfin réalité, et pour cela, ils ont dû convaincre des investisseurs de leur ouvrir leur porte-monnaie. Bonjour. Enchanté. L'un des premiers à avoir accepté, c'était Bernard Verdout, un business angel comme on dit. En une réunion, la petite bande a su le séduire. C'est une équipe jeune, je trouvais très talentueuse, qui se complétait bien. Donc il y avait différents profils. Il y en a un qui était plutôt stratège et communication, qui était plutôt orienté marketing. Est-ce que vous vous êtes posé la question justement de cette jeunesse extrême et puis de ce manque peut-être d'expérience? Ou bien vous choisissez la jeunesse, et c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais vous avez le dynamisme, ils sont parfaitement en phase avec le monde d'aujourd'hui. Puis vous avez effectivement de l'autre côté un certain manque d'expérience qui peut se refléter notamment dans la manière de gérer une entreprise. Mais même s'il y avait cette inexpérience, le jeu en valait la chandelle. Les 4 petits génies apprennent vite et partent en quête de toujours plus d'argent. En 2015, ils parviennent à lever 6 millions d'euros, puis 10. Ils embauchent 160 salariés, s'étendent alors à la France, l'Espagne, l'Angleterre. La stratégie est parfaite, car pour se développer dans ce secteur, il faut du cash et vite. Si votre promesse client, c'est d'être livré en 30 minutes dans une ville, vous devez avoir des coursiers quasiment dans tous les quartiers de cette ville. Mais si vous n'avez pas de commande dans un quartier, le coursier, lui, il ne va pas travailler gratuitement et attendre toute la soirée sans avoir de revenus. Si vous démultipliez ça sur 10, 15, 20 villes, il faut avoir un volume de commandes qui permet d'arriver au point d'équilibre. Et donc, ce sont des modèles qui demandent énormément d'argent. Il faut beaucoup d'argent pour être partout, d'autant que le marché est colossal. 90 milliards d'euros rien qu'en Europe. Forcément, il est vite convoité. Take It Easy, jusque-là seule à Bruxelles ou Paris, est désormais concurrencée par Deliveroo, Foodora et Uber Eats. Et ce n'est pas le seul souci de nos jeunes patrons. Ils ont voulu grossir très vite, peut-être un peu trop vite. Et 3 ans après le lancement, leur société n'est toujours pas rentable. Fin 2015, les pertes atteignent 10,5 millions d'euros. Take It Easy France était en perte de 3 millions, plus ou moins. En Angleterre, de 1,2 million. En Espagne, de 1 million. À partir du moment où l'investissement a été engagé, vous savez que le personnel, vous devez continuer à le payer, se pose la question du financement de l'année suivante.
Trouver de l'argent, vite, pour survivre et payer les salaires. Début 2016, les caisses sont vides. Adrien et Karim sont aux abois. Ils tapent à toutes les portes, à commencer par celle de leur principal investisseur, Rocket Internet, un fonds allemand. Mais le vent a tourné et Rocket Internet s'est choisi un autre poulain, leur concurrent direct, Foodora. C'est le début de la fin. Ils tentent un dernier coup de poker, se faire racheter, en vain. Ils ont joué dans la cour des grands, ils ont perdu, et à leurs yeux, ça n'est pas vraiment de leur faute. Contrairement à des fonds d'investissement plus classiques, ça ne dérange pas Rocket Internet de parier sur plusieurs chevaux. Malheureusement, ils ont déployé Foodora également sur les marchés dans lesquels on était, ce qui n'était pas l'accord initial qu'on avait à la base avec eux. À ce moment-là, comment vous vous sentez? Vous trahissez un peu? On sent un peu. Oui, on regrette la décision, on se sent un peu stupide. Peut-être qu'on aurait pu ou qu'on aurait dû essayer de se faire racheter encore plus tôt que ce qu'on a fait. Le 26 juillet 2016, ils mettent la clé sous la porte, sans préavis. Sur son blog, Chloé Rouse, la sœur d'Adrien, dit au revoir à tout le monde. Pas de mea culpa, plutôt de l'autosatisfaction. Et à la fin, en quelques lignes, un petit merci aux restaurateurs. Vous, restaurant partenaire, pour votre confiance, votre fidélité et tout ce travail à nos côtés. Un autre merci aux coursiers qui travaillaient pour Take It Easy. Vous, coursiers, pour votre énergie, le service irréprochable apporté à nos clients et vos livraisons, toujours avec le sourire. Rien de plus. Ainsi s'achève cette belle histoire, comme ils l'appellent, celle des 4 petits génies qui apprendront de leur échec et rebondiront bien vite. Celle d'une entreprise jeune, cool et bienveillante. Un plan com bien rodé qui passe sous silence des milliers de victimes collatérales. L'autre histoire de Take It Easy, c'est celle de Vincent et des 4500 coursiers qui roulaient pour la start-up. Aucun n'a été payé pour ses dernières semaines de travail. Pourtant, durant des mois, Vincent a pédalé à toute vitesse dans les rues de Rennes pour tenir la promesse de Take It Easy, un repas livré encore chaud. Moi, j'ai eu un accident, par exemple, où j'étais presque à 40 km/h parce que j'étais en retard sur une course, que je savais que la course devait être livrée dans l'immédiat et chaude. Donc voilà, j'ai pris des risques. 5 mois à temps plein, payé 6 € de l'heure avec un bonus variable en fonction du nombre de livraisons. Avec Take It Easy, cet étudiant en droit découvre un drôle de monde. Mélange de cool attitude et de blâme. En langage start-up, ça s'appelle des strikes. 4 en un mois et vous ne pouvez plus travailler. On avait un tableau ici. Donc avec un certain nombre de comportements qui étaient réprimandés. Donc par exemple, si on ne répond pas au téléphone, si on est dans l'incapacité de réaliser une crevaison, de réparer une roue. Qu'est-ce que vous risquiez? Les strikes, c'était quoi concrètement? Clairement, c'était l'éviction, c'est-à-dire qu'on vous déconnecte du jour au lendemain, sans aucune notification. Des exigences, comme une entreprise en demanderait à ses salariés, sauf que Vincent et les autres coursiers n'étaient que de simples indépendants, au statut précaire d'auto-entrepreneur. Un auto-entrepreneur réalise une prestation de service, peu importe la façon dont il le fait, peu importe les moyens au final, vu que la prestation est réalisée. Par contre, nous, dans ce cadre-là, où on nous fait l'appel, comme à l'école, 15 minutes avant, où on contrôle nos positions GPS, où on nous impose de répondre au téléphone, où on est sanctionné au moyen de strike, ça, c'est véritablement des indices, et ce n'en est que quelques-uns, qui démontrent un lien de subordination. Take It Easy nie tout salariat déguisé. Une chose est sûre, avec ce statut, Vincent n'était pas protégé en cas d'accident. Il ne cotisait pas non plus au chômage. Quand la société a fermé, il s'est retrouvé sans aucun revenu. Un choc pour lui et pour ses camarades partout en France. Tu vas bien? Tu vas bien, Vincent? Comme Hugo et Laura, une étudiante colombienne. Elle, comme d'autres, affirme qu'elle travaillait même sans le statut d'auto-entrepreneur. Quand je suis entrée chez Take It Easy, j'ai voulu faire mon statut d'auto-entrepreneur.
Mais en fait, j'ai compris que je n'avais pas le droit, car je n'avais qu'un simple visa étudiant. Take It Easy, qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand ils ont compris que vous ne pouviez pas avoir le statut d'auto-entrepreneur? Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème, que je pouvais quand même travailler. Donc vous travailliez sans aucun statut, quoi. Non. Non. Et ils le savaient, Take It Easy? Oui, ils le savaient. Ils le savaient. Pour moi et pour ma sœur, qui étaient dans le même cas. Pire, les 4 dernières semaines, les coursiers ont tous pédalé gratuitement sans le savoir. Take It Easy ne leur a jamais versé leur dernier paiement, 1 600 € dans le cas de Laura. Quand Take It Easy a fermé, du jour au lendemain, ça a été un choc. Je n'avais même pas d'argent pour payer l'université, ni pour payer mon loyer. Ça a été un moment difficile. Très difficile. Et finalement, pour pouvoir payer la fac, on a dû emprunter de l'argent à des gens qu'on connaissait et à la banque. Sinon, aujourd'hui, on ne serait même plus en France. Alors, les remerciements, un brin léger des patrons, ça passe mal. Take It Easy doit à certains coursiers plus de 10 000 €. Autre victime collatérale, les 3 000 restaurateurs avec qui la start-up travaillait. Parmi eux, Jordan Felders, un Américain amoureux de Paris, qui a créé Cantine California. Ici, les burgers sont bio, les produits viennent de petites coopératives agricoles. Bon appétit. Jordan a vite été approché par les commerciaux de Take It Easy, des jeunes comme lui qui semblaient partager les mêmes valeurs. Une partie de leur argument, ce qui rend presque plus absurde toute cette histoire, c'était qu'eux, ils étaient éthiquement plus sains, que leurs coursiers étaient exclusivement en vélo, qu'ils avaient un respect pour l'environnement et le social. On avait compris en fait qu'on pouvait leur faire confiance, de dire ok, vous prenez des centaines de repas de notre restaurant tous les semaines, vous ne payez rien, mais tel écrit sur le contrat, vous allez nous reverser les 90% de l'argent que vous avez collecté, que cet argent, vous avez compris que ce n'est pas le vôtre, que vous nous le restituez et que ça soit automatique. Cantine California fait jusqu'à 700 repas par mois livrés par Take It Easy. La collaboration fonctionne bien jusqu'en juin 2016. Subitement, les virements ont arrêté. Un premier virement n'a pas été fait. On a commencé à se demander qu'est-ce qui se passait. On a eu des réponses obscures et floues, qu'il y avait un jour férié en Belgique, qu'ils ne pouvaient pas faire le virement, mais qu'on ne devait pas s'inquiéter, c'était en cours. Et un deuxième virement s'est pas fait, un troisième. Et on est arrivé à un stade où plus de 12 000 € en fait, avaient disparu. Jordan et d'autres restaurateurs ont porté plainte au pénal. C'est le seul moyen pour eux d'espérer revoir un jour leur argent. C'est aussi une question de principe, car on leur a menti. En mars 2016, les associés jouent leur va-tout. Les comptes vides, ils empruntent 5 millions € à un fonds basé à Jersey, une sorte de crédit en attendant de trouver un racheteur. Fin juillet, ils ne peuvent plus payer leur traite, tous leurs comptes sont saisis, c'est la faillite. Pourtant, durant tous ces mois, ils ont choisi de ne prévenir ni les coursiers, ni les restaurateurs. Et un an après, si c'était à refaire, Adrien et Karim ne changeraient rien. Nous, on était 100% focus sur sur la réalisation d'une transaction, justement pour sauver la boîte, pour sauver les employés, pour sauver les créditeurs, pour sauver tout le monde. Donc, le fait de communiquer avec nos partenaires, que ce soit restaurants ou coursiers, qui auraient probablement des retards dans les paiements, aurait fait que sans doute une partie d'entre eux aurait arrêté de travailler avec nous, ce qui aurait diminué les chances en fait que le deal aboutisse. Est-ce qu'aujourd'hui vous comprenez le fait que certains soient en colère ? Évidemment qu'on comprend et on est désolé, bouleversé. C'est quelque chose qu'on pourra jamais réparer. Mais je pense que sans faillite, on n'a pas d'entrepreneuriat non plus. C'est pas possible d'avoir des nouvelles sociétés qui fonctionnent en diabolisant une faillite ou en diabolisant l'échec. Il n'y a plus personne qui va entreprendre quoi que ce soit. Pragmatique ou désinvolte. 3 jours après la faillite, Chloé Rouse dit au revoir à sa manière sur les réseaux sociaux, avant de poster de nombreuses photos de ses vacances italiennes sur l'île d'Elbe et en Toscane.
Difficile à avaler pour les coursiers, qui attendent toujours d'être payés. Une soixantaine ont décidé d'attaquer Take It Easy devant les prud'hommes. Parmi eux, Laura et Vincent. Alors ça, c'était pendant que moi j'étais à l'usine, en train de faire du travail à la chaîne dans ma petite ville, parce que j'ai dû réattaquer sur de l'intérim derrière, parce que j'avais plus de revenus, plus rien. Et pendant ce temps-là, eux, ils étaient en vacances. Pendant ce temps-là, les coursiers rennais, les coursiers niçois, les coursiers parisiens, les 2500 coursiers se galéraient. Je comprends pas ces personnes-là. Elles ont vraiment, véritablement aucune empathie. Ils ne seront fixés sur leur sort qu'en octobre prochain. D'ici là, les jeunes businessmen de Take It Easy seront en train de lancer leur nouveau projet. Ils auraient déjà approché des investisseurs. Et voilà pour ce reportage signé Zoé de Bussière et Pauline Juvigny. On se retrouve maintenant dans une start-up à Neuilly, juste à côté de Paris. On est avec Julia Bijaoui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de Frichti, qui est donc logé ici. On ne voit pas le baby-foot, parce que je disais tout à l'heure, c'est un peu un cliché dans les startups, il y a des baby-foot, mais il y a quand même des open space, un bar, c'est très sympa. Frichti, vous l'avez créé il y a 2 ans. Oui. Vous avez levé, comme on dit, énormément d'argent. On va en parler. D'abord, votre regard sur ce qu'on vient de voir. Ce sont des gens de votre âge, un peu dans le même domaine, celui de la livraison de nourriture à domicile, sauf qu'eux, ils ont échoué. Effectivement. L'entrepreneuriat a effectivement une part de risque. Il faut l'accepter. Après, c'est vrai que quand ça implique, plus ça grandit, plus ça implique de monde qui compte sur l'écosystème que ça a créé, que ce soit des restaurateurs, des fournisseurs ou des salariés ou afférents. Et c'est vrai qu'il faut faire attention parce que... on peut laisser du monde sur le carreau, on l'a vu. Voilà, il ne faut pas être désinvolte, il faut traiter les choses avec attention, même s'il ne faut pas non plus... il faut désacraliser l'échec, c'est pas un tabou, et sinon, effectivement, personne n'entreprendrait et on resterait un petit peu paralysé devant la peur d'échouer. Mais est-ce que c'est un reproche qu'on peut faire à votre génération, donc, qui vous lancez comme ça dans des startups, de prendre le risque de créer une casse sociale, de ne pas vous préoccuper du sort des gens? C'est un petit peu ce qu'on vient de voir dans Take It Easy. Moi, j'imagine l'entrepreneuriat exactement à l'inverse. Je ne peux pas me prononcer pour les fondateurs de Take It Easy. J'estime que on doit entreprendre tout en étant extrêmement conscient de ce qui nous entoure, d'avoir un impact positif sur la société, qui soit environnemental, qui soit en termes d'emploi, en termes d'agriculture. En l'occurrence, nous, on parle de nourriture, donc faire les bons choix aussi là-dessus. Donc, au contraire, moi, j'ai l'impression qu'on entreprend parce qu'on a une vision du monde et qu'on veut impacter positivement la société. Alors, pour bien comprendre, on va expliquer ce que vous faites. Alors, vous faites, comme Take It Easy, de la livraison de nourriture, sauf que ce n'est pas la nourriture des restaurants, comme dans le cas qu'on vient de voir. Vous faites votre nourriture. Exactement. On a internalisé. On a donc une cuisine, on source nos produits, on rencontre les producteurs, on les vend ensuite donc nous-mêmes sur notre site internet, on les cuisine, on a une flotte de livreurs, on fait tout en interne, ce qui permet, cette désintermédiation permet d'avoir un rapport qualité-prix très intéressant. Et vos livreurs, ils sont auto-entrepreneurs ou ils sont salariés? Non, ils sont en grande partie salariés et on fait appel parfois à des sociétés externes de livraison qui eux-mêmes salarient leurs coursiers. Alors là où on entre dans un autre univers par rapport à ce qui pouvait exister ces dernières années, c'est que ce que vous venez de nous décrire, c'est une cuisine, de la livraison de nourriture, ça existe depuis toujours, sauf qu'avec les startups nouvelle génération et les gens de votre âge, on passe dans un autre monde en termes financiers. Vous avez levé 42 millions d'euros exactement. Pour faire une cuisine? Alors ça peut paraître comme un business traditionnel. Je pense que ce qui change dans les startups de jeunes, puisque c'est le thème de l'émission, c'est la volonté de remettre en question, d'arriver avec beaucoup de candeur, sans a priori, et de remettre en question des choses qui étaient établies et d'apporter une solution très moderne à un problème qui existe probablement depuis longtemps. Nous, le problème qu'on résout, c'est comment est-ce qu'on peut bien manger au quotidien tout en n'y laissant pas effectivement 40 € sur la table ou en étant pratique pour pouvoir répondre à des quotidiens de gens un peu pressés. Et en fait, c'est la candeur avec laquelle on a abordé la chose. Les gens qu'on a été voir nous ont parfois dit « mais vous êtes fous, vous n'y arriverez jamais », etc. Bon, la preuve, c'est qu'on y est arrivé parce qu'on a une proposition de valeur extrêmement intéressante, que l'entreprise a grandi uniquement par bouche à oreille, qu'on n'a pas du tout fait de marketing et que, aujourd'hui... Mais ça ne répond pas à ma question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de 42 millions d'euros pour faire ça?
Parce que d'abord, on vous a prêté, c'est ça, 1 million d'euros, et puis après 12, et puis le mois dernier, encore 30. Alors, on ne les a pas prêtés, effectivement, c'est de la levée d'argent, on lève de l'argent, donc c'est en échange d'actions. Pourquoi ? Parce qu'on veut aller vite, on veut soutenir la croissance est là, la demande est là, les consommateurs ont perçu la valeur de ce que l'on vend, et pour ne pas limiter notre croissance, on a besoin d'investir dans le futur, et donc de financer cette croissance. La croissance que l'on fait par mois, c'est la croissance que fait une entreprise déjà très bien portante, une grande entreprise très bien importante en un an. Et donc, après, on peut se demander si la logique, c'est pas de grandir très vite plutôt que d'attendre des années avant de pouvoir construire un business fort. Vous avez 28 ans ? Oui. Et combien de salariés ? 300. Et l'espoir, en 2 ans, voilà. Et l'espoir, donc, parce que pour l'instant, c'est qu'à Paris. J'imagine que vous pour avez plein de projets de développement. On a l'espoir de se développer en province, dans des capitales européennes. Effectivement, pas de rester uniquement cantonné à Paris. Et alors, Julia, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui s'est passé en France ces dernières semaines ? Donc, l'arrivée d'un nouveau président beaucoup plus jeune, plus vieux que vous, mais beaucoup plus jeune que moi, à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, vont rentrer plein de nouveaux députés. Est-ce qu'il y a un climat, quelque chose qui vous plaît, vous, jeune entrepreneuse ? Oui, je pense que Macron est le premier entrepreneur de France. Être entrepreneur, c'est arriver, constater un problème, avoir une vision des choses pour apporter des solutions innovantes sans se préoccuper de ce qui a été fait avant. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a même été jusqu'à créer une image de marque, un logo, une musique. Et donc, voilà, c'est un exercice très réussi. Lui aussi, il est allé très vite. Personne ne le connaissait il y a 3 ans. Donc, c'est un peu un exemple pour les entrepreneurs. Et c'est surtout... Voilà, il a réussi aussi à emporter l'adhésion de son équipe, emporter l'adhésion de ses électeurs. Bon, ça peut se comparer à des clients dans une entreprise. Et ça montre effectivement qu'on est dans un monde qui va très vite et que la politique doit s'adapter. Est-ce que dans un petit coin de votre tête, il y a l'idée que peut-être ça ne va pas marcher ? Que peut-être vous aurez obtenu tout cet argent et au bout du compte, vous irez dans le mur comme les jeunes Belges qu'on a vus dans le reportage. En fait, on ne le souhaite pas. Non, bien sûr, je ne me le souhaite pas non plus, mais je pense que c'est parce qu'avec mon associé, on a en permanence en tête la possibilité d'échouer qu'on n'échouera pas. Et oui, bien sûr que c'est une possibilité. Maintenant, on est extrêmement conscient de ce que ça pourrait avoir comme impact, et c'est un très lourd fardeau à porter que de prendre cette responsabilité et que de l'avoir en tête pour justement éviter les écueils et se ressaisir si jamais ça pouvait partir dans la mauvaise direction. Eh bien, on vous souhaite longue vie donc avec Frishti. Merci beaucoup, Julia Bijaoui. Merci beaucoup. Et voilà pour ce 367e numéro de Complément d'enquête. Complément d'enquête qui a reçu un prix la semaine dernière, on en est assez fiers. C'est l'association Enfance Majuscule qui a récompensé l'émission qu'on avait fait l'an dernier qui s'appelait Scandale pédophile, des secrets bien gardés. Félicitations donc aux reporters qui avaient fait cette émission. Merci à ceux qui m'ont aidé à réaliser cette émission aujourd'hui, à la rédaction en chef Thomas Auro, Clément Castex et Samuel Humez, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. Très bonne soirée sur France 2.